J'ai conduit 6 heures pour déposer de la nourriture faite maison à ma fille et son mari après la naissance de leur bébé. Il a ouvert la porte, m'a regardé de haut en bas et a dit « Nous ne voulons pas de germes de vieilles personnes ici ». Puis il a pris la nourriture, a claqué la porte et a envoyé un texto à ma fille, dis-lui d'arrêter de se pointer comme un chien errant. 3 semaines plus tard, il a découvert ce que j'avais laissé dans ce dernier récipient. Moi, 63 ans, femme, je vis à Lancaster, Pennsylvanie. Ma fille, Rachel, 31 ans, femme, vit à 6 heures de route à Blacksburg, Virginie. Elle vient d'avoir son premier bébé. Je suis sa mère, et je pensais qu'il était normal de se présenter et d'aider après quelque chose comme ça. J'avais tort. Je préparais ce voyage depuis un moment. Je n'arrêtais pas de dire à Rachel que je voulais être là après la naissance du bébé, pour cuisiner pour elle, aider avec la lessive, nettoyer la maison, tout ce dont elle aurait besoin. Elle disait toujours « ouais, peut-être, ou on verra ». Jamais un oui ou un non clair, mais je pensais qu'elle changerait d'avis une fois le bébé arrivé. Elle a accouché prématurément, 3 semaines avant la date prévue. Je l'ai appris par une cousine qui l'a vue sur Facebook avant même que Rachel ne m'appelle. Ça m'a blessée, mais j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai commencé à cuisiner. J'ai fait ses plats préférés, ma soupe de nouilles au poulet, celle qu'elle demandait toujours quand elle était malade, des lasagnes avec du fromage supplémentaire, comme elle les aimait, des ziti avec une sauce maison, un ragoût de bœuf qui mijote pendant 6 heures. J'en ai fait assez pour qu'il tienne 2 semaines. Je lui ai envoyé un texto ce soir-là pour lui dire que j'arriverais le lendemain matin. Pas de réponse. J'ai pensé qu'elle était fatiguée, nouvelle maman et tout. J'ai tout emballé dans des récipients en plastique, je me suis assuré que tout était étiqueté et bien fermé, et j'ai tout mis dans une glacière avec des pains de glace. J'ai pris la route à 5h30 du matin et j'ai conduit d'une traite, pas de circulation, pas de musique, juste moi pensant à la façon dont j'allais enfin rencontrer mon premier petit enfant. Je suis arrivée chez eux vers midi. J'étais nerveuse mais excitée. Je suis montée sur le porche, j'ai sonné et j'ai attendu. Ce n'est pas Rachel qui a répondu, c'était Ethan, son mari. Or, je n'ai jamais aimé Ethan. Il m'a toujours semblé froid, même quand ils sortaient ensemble. Il me regardait à peine dans les yeux. J'ai essayé de l'aimer pour le bien de Rachel, mais ce jour-là, il n'a même pas essayé de le cacher. Il a ouvert la porte, m'a regardé de haut en bas comme s'il inspectait des ordures, et a dit, aussi platement que possible, « Nous ne voulons pas de germes de vieilles personnes ici. » J'ai cru avoir mal entendu. J'ai même ri un peu et j'ai dit, « Excusez-moi. » Il n'a pas répété. Il a juste baissé les yeux sur les récipients dans mes bras, a tendu la main, me les a pris et m'a claqué la porte au nez. C'est tout. Pas de bonjour, pas de merci, pas de « Rachel dort » ou « Donnez-nous une minute ». Il a juste pris la nourriture et fermé la porte. Je suis restée là, sur le porche, pendant quelques secondes. Je me sentais mal. J'ai pensé que peut-être Rachel sortirait, peut-être qu'elle ne savait pas qu'il avait fait ça. Mais ensuite, mon téléphone a vibré. C'était un texto de son numéro, « Ethan, dis-lui d'arrêter de se pointer comme un chien errant ». Ça m'a brisé. Je suis remontée dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à une station-service voisine. Je me suis assise sur le parking et j'ai pleuré derrière le volant, pas fort, mais de ce genre de pleurs silencieux qui vous épuisent. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis la mort de mon mari, il y a 5 ans. J'ai fini par rentrer chez moi le soir même, 6 heures aller, 6 heures retour. Pas de sieste, pas de bébé, pas de fille, juste beaucoup de questions. Rachel ne m'a pas rappelé. Elle n'a pas envoyé de texto. Pas de merci, pas de « désolé pour ça ». Rien. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Toujours rien. C'est là que j'ai commencé à réfléchir, et que les choses ont commencé à avoir plus de sens. J'avais remarqué des changements chez Rachel depuis qu'elle était avec Ethan. Elle avait arrêté de rentrer à la maison pour les vacances. Elle annulait des projets avec des excuses vagues. Quand j'appelais, elle était toujours trop occupée. J'avais mis ça sur le compte du travail ou de l'épuisement, mais maintenant je me demande si Ethan en était la raison, ou peut-être qu'elle avait changé aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé que je n'allais pas le laisser me traiter comme une ordure. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que j'avais traversé pire. J'ai élevé 3 enfants seuls après que mon mari soit tombé malade. J'ai travaillé en double poste dans une maison de retraite privée pour anciens combattants pendant des années. Je sais garder mon calme. Je sais tenir des dossiers. Je sais me souvenir de chaque petit détail quand c'est important. Alors j'ai attendu. J'ai planifié. Et ce dernier récipient que je lui ai tendu? Ce n'était pas seulement du ragoût de bœuf. Je n'ai rien fait tout de suite. Je ne suis pas le genre de personne qui agit sous le coup de la colère. Je me suis d'abord laissé ressentir les choses. Je les ai laissés se décanter. 3 semaines se sont écoulées. Toujours pas de nouvelles de Rachel. Et puis un après-midi, j'ai reçu un appel de ma sœur, Suzanne. Elle m'a dit qu'elle avait croisé une des amies d'université de Rachel à l'épicerie. Il s'est avéré que Rachel racontait aux gens que j'étais envahissante, que je ne respectais pas les limites, et que je me pointais simplement sans y être invitée comme une folle. Ça m'a frappé plus fort que le texto d'Ethan, parce que maintenant je savais que ce n'était pas seulement lui, Rachel avait changé aussi. Elle le laissait réécrire l'histoire, ou peut-être qu'elle y croyait. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas seulement mise à l'écart, j'étais blâmée. Je suis restée avec ça pendant un moment. Puis un soir, vers 21h, mon téléphone a vibré. C'était une photo de Rachel, le bébé endormi. Pas de légende. Je l'ai regardé longuement. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai souri un peu, parce qu'à ce moment-là, Ethan avait déjà mangé le ragoût. Voici ce qui s'est passé. Quand il a pris la nourriture, il ne savait pas qu'un des récipients avait une étiquette séparée collée au fond, une simple étiquette blanche. Il y avait un nom et un numéro, une fausse carte d'identité d'hôpital que j'avais faite sur mon imprimante personnelle, quelque chose dont je me souvenais de l'époque de la maison de retraite, le genre qui vous reste en tête pendant des années. Il ne l'aurait pas remarqué à moins de réchauffer le récipient lui-même au micro-ondes et de le retourner. Il l'a fait. 3 jours après que j'ai déposé la nourriture, j'ai reçu un appel masqué sur ma ligne fixe. J'ai failli ne pas répondre. C'était Ethan. Il n'avait pas l'air suffisant cette fois, il avait l'air tendu. Et, est-ce que c'est Madame Landry? Qui est-ce? C'est Ethan, le mari de Rachel. J'avais une question sur l'un des repas que vous avez apportés. Je n'ai rien dit. Il y avait une étiquette sur l'un des récipients. Il y était écrit, ne pas utiliser. Risque d'hépatite B. C'était une blague ou? J'ai marqué une pause, j'ai laissé le silence s'installer. Parce que j'ai mangé celui-là, et je n'étais pas sûre si. Je l'ai interrompu. Je ne plaisante pas avec des choses comme ça. Et j'ai raccroché. Soyons clairs, il n'y avait pas d'hépatite B. Le ragoût était bon. Je l'avais fait frais. Mais cette étiquette? Elle était bien réelle, et elle avait l'air officielle. J'en avais fait des centaines comme ça à la maison de retraite en emballant les repas des patients. J'avais encore les modèles. Et Ethan? Il a paniqué. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Rachel. Maman, qu'as-tu fait? De quoi parles-tu? Ethan panique. Il a appelé des médecins. Il est allé aux urgences. Il pense qu'il a été exposé à quelque chose dans ta nourriture. Et alors? Elle s'est tue. Puis elle a dit, c'était une vraie étiquette? Dis-moi, Rachel. Tu lui fais peur. Bien. C'est là qu'elle a craqué, c'est le père de mon enfant. Et je suis ta mère. Ce silence au bout du fil? C'est là que ça a fait tilt pour elle. Elle a finalement réalisé ce qu'elle avait permis, jusqu'où elle l'avait laissé aller, quel genre de personne elle avait épousé. J'entendais le bébé pleurer en arrière-plan. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air de quelqu'un qui cachait sa propre culpabilité sous la colère. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement appelé? A-t-elle demandé doucement. Je l'ai fait, ai-je dit. Plusieurs fois. Elle a raccroché. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant encore 4 jours. Puis les messages ont commencé, d'abord de Rachel, puis de ses amis, puis de quelqu'un prétendant être la sœur d'Ethan. Ils essayaient tous d'obtenir des réponses. Mais le meilleur est venu d'Ethan lui-même. Il a envoyé un long message décousu disant qu'il voulait mettre les choses au clair,
qu'il avait été mal compris, qu'il essayait juste de protéger sa famille. Puis il m'a demandé si j'étais disposée à expliquer ce qu'il y avait réellement dans le ragoût. Je n'ai jamais répondu parce que je voulais qu'il y réfléchisse. Je voulais que cette peur reste. Je voulais que chaque douleur dans son estomac lui semble pouvoir être quelque chose de plus. Je ne l'ai pas empoisonné. Je n'ai pas altéré la nourriture. Mais il ne le savait pas. Et en ce qui me concerne, c'est justice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est là que les choses ont vraiment explosé. Ce qui s'est passé ensuite ne faisait partie d'aucun plan. Je pensais que la fausse étiquette suffirait, le laisser mijoter, sans jeu de mots, dans sa propre paranoïa. Mais Ethan, il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Une semaine après ce dernier message, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je pouvais dire qu'il était local à la région de Rachel. J'ai répondu, pensant que c'était peut-être elle. C'était sa voisine, une femme nommée Tania. « Salut, Madame Landry. J'habite à quelques maisons de Rachel et Ethan. J'espère que ce n'est pas bizarre. J'ai eu votre numéro par Suzanne, votre sœur. D'accord. Je voulais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si Rachel vous l'a dit, mais il y a eu une scène ici hier soir. La police et tout. Mon estomac s'est noué. La police? Ouais. Ethan, il a appelé le 911, a dit qu'il pensait avoir été empoisonné, leur a dit que sa belle-mère avait altéré la nourriture. Il tremblait, transpirait, disait qu'il pensait qu'il allait mourir. Je ne savais pas quoi dire. Tania a continué. Il a été emmené aux urgences. Ils ont fait tous les tests imaginables, toxicologie, bilan sanguin, même une consultation psychiatrique. Rien n'est revenu. Il va bien, physiquement. Et Rachel? Elle était mortifiée. D'après ce que j'ai entendu, elle lui a crié dessus dans la salle d'attente des urgences, a dit qu'il l'embarrassait, l'a accusé d'essayer de la retourner contre vous. Elle est partie avec le bébé, a fait une valise, et n'est pas revenue depuis. J'ai remercié Tania et j'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Rachel a envoyé un texto. Rachel, je l'ai quittée. Juste comme ça. Puis elle a envoyé une photo, elle et le bébé dans une chambre de motel, des rideaux bon marché, un mini réfrigérateur et un parc pour bébé dans le coin. Rachel, j'ai besoin de temps. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis désolée pour tout. J'ai regardé ce message longuement. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que j'essayais d'être froide, mais parce que j'avais besoin de réfléchir. Je ne voulais pas qu'elle coure vers moi par peur. Je voulais qu'elle affronte ce qu'elle avait laissé arriver, ce qu'elle avait permis. Je voulais savoir qu'elle était sérieuse. 3 jours plus tard, je suis redescendue. Cette fois, elle savait que j'arrivais. Quand je suis arrivée au motel, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, des cernes, les cheveux attachés, pas de maquillage. Elle a ouvert la porte et n'a rien dit au début, est juste restée là, tenant ma petite fille, minuscule, gigotante, enveloppée dans une couverture jaune. La voix de Rachel s'est brisée quand elle a finalement parlé. Je suis tellement désolée, maman. Je l'ai tenue dans mes bras. J'ai tenu le bébé dans mes bras. Je n'ai pas pleuré cette fois, pas devant elle. Je suis restée calme, immobile. Nous nous sommes assises et avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté des choses que je ne savais pas, des choses qu'Ethan lui avait dites derrière des portes closes, comment il surveillait son téléphone, comment il lui disait que j'étais manipulatrice et contrôlante, comment il la faisait se sentir coupable chaque fois qu'elle voulait m'appeler. Il lui a dit que j'étais trop émotive, trop vieux jeu, et un fardeau. Et elle l'a cru. Il m'a fait croire que j'avais besoin d'être protégée de toi, a-t-elle dit. Je ne sais pas comment j'ai laissé ça arriver. Je lui ai dit quelque chose que j'aurais peut-être dû dire il y a longtemps, Rachel, tu ne dois le silence à personne, pas pour maintenir la paix. Si quelqu'un te force à couper les ponts avec les gens qui t'aiment, ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Elle a hoché la tête en pleurant. Mais nous n'étions pas encore sortis d'affaires, parce qu'Ethan, il n'avait pas fini. 2 jours plus tard, elle a reçu une assignation. Il demandait la garde exclusive, affirmant qu'elle avait abandonné l'enfant et était mentalement instable, citant le stress,
les hormones postpartum et, tenez-vous bien, l'ingérence familiale. Il m'a effectivement mentionné dans les documents, disant que j'étais une influence perturbatrice et potentiellement dangereuse. C'est là que j'ai su que je devais finir ce que j'avais commencé, parce que cet homme n'était pas seulement cruel, il essayait de m'effacer, et maintenant il essayait de prendre le bébé de ma fille. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux, j'ai gardé des dossiers. J'avais des textos, des journaux d'appel, l'audio de l'appel où il demandait des nouvelles de l'étiquette, je l'avais enregistré. La Pennsylvanie est un État à consentement unilatéral, cela signifie que je n'avais pas besoin de sa permission. J'avais aussi le texto original qu'il avait envoyé, me traitant de chien errant. Rachel a ajouté sa propre pile, des captures d'écran de ses diatribes colériques, des photos de bleu sur son bras qu'il disait provenir d'une collision avec le cadre de la porte, et des reçus montrant comment il avait vidé leur compte joint quelques jours avant de déposer sa demande. Et puis nous avons engagé un avocat, spécialisé dans les affaires de garde d'enfants et de violences psychologiques. Cette histoire n'est pas terminée, car maintenant elle va devant les tribunaux, et quand ce sera le cas, Ethan découvrira ce que c'est que d'être complètement dépouillé de son pouvoir, de la même manière qu'il a dépouillé Rachel du sien, et de la même manière qu'il a essayé de prendre le mien. Les affaires judiciaires n'ont pas avancé rapidement, mais elles ont avancé. Et quand elles l'ont fait, elles ont frappé Ethan comme un camion. Rachel et moi sommes restés dans ce motel pendant 4 jours avant que je nous installe dans une petite location de 2 chambres que j'ai trouvée à 20 minutes de Blacksburg. Ce n'était pas luxueux, sol en linoléum, climatisation qui cliquetait, mais c'était propre, et c'était sûr. Le propriétaire était un vieil ami de l'église de l'époque, pas de questions posées, au moins le mois. Rachel a commencé une thérapie par le biais d'un groupe de femmes locales. Je gardais le bébé pendant qu'elle y allait. La fille qui laissait autrefois Ethan parler pour elle a commencé lentement à retrouver ses propres mots. Pendant ce temps, Ethan continuait d'envoyer des messages. Une minute il menaçait, la minute suivante il s'excusait. Il oscillait comme un élastique trop tendu. Puis un jour, il s'est présenté à la location. Il a frappé à la porte comme s'il était chez lui. J'étais seule à l'intérieur avec le bébé, Rachel était en thérapie. Je n'ai pas ouvert. Il a crié à travers la porte, dit à Rachel que je ne vais pas disparaître. Puis il a donné un coup de pied dans le pot de fleurs sur le porche et a laissé des traces de pneus dans l'herbe en partant à toute vitesse. J'ai appelé la police, j'ai déposé une plainte, j'ai obtenu une ordonnance de protection le lendemain matin. C'était la dernière fois qu'il s'approchait de la maison. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Ethan avait demandé la garde d'urgence, disant au juge que Rachel était instable, impulsive, sous l'influence de sa mère manipulatrice. Il a dit qu'elle avait abandonné leur bébé. Notre avocat a démoli cette affirmation. Nous avons tout apporté, les reçus de Rachel du motel, ses dossiers de thérapie, les captures d'écran de ses menaces, les photos du Porsche après qu'il ait essayé de défoncer la porte. J'ai fait écouter l'appel enregistré où il demandait si je l'avais empoisonné et disait « Je ne me sens pas bien. Je pense qu'elle a mis quelque chose dedans. » Le juge a haussé un sourcil. « Monsieur, avez-vous mangé la nourriture que votre belle-mère a déposée? » « Oui. » « Avez-vous ressenti des effets secondaires médicaux? » « Non, mais l'étiquette disait. » Le juge l'a interrompu. « Aucune substance n'a été trouvée dans votre organisme. Vous avez choisi de manger la nourriture, puis vous avez accusé quelqu'un de vous avoir empoisonné sans aucune preuve. Est-ce exact? » Ethan s'est figé. « Oui, a-t-il finalement dit. » Il a de nouveau tenté de rejeter la faute, disant que j'étais toxique, que Rachel avait subi un lavage de cerveau, mais il était trop tard. Sa crédibilité était anéantie. Le juge a ordonné une évaluation complète de la garde avec des psychologues pour enfants et des travailleurs sociaux désignés par le tribunal. Rachel a obtenu la garde principale temporaire en attendant l'examen complet. Les visites d'Ethan étaient supervisées, 2 heures, 2 fois par semaine. Et c'est là que les fissures ont vraiment commencé à apparaître. La travailleuse sociale chargée de l'affaire l'a percée à jour. Elle a dit qu'Ethan était agité pendant les entretiens, montrait peu d'empathie et avait d'un fort besoin de contrôle dans toutes les situations. Rachel, en revanche, a été décrite comme attentive, émotionnellement présente et plaçant constamment les besoins de l'enfant au premier plan. Puis est venu le coup de grâce, les relevés bancaires.
Ethan avait transféré près de 9 000 $ de leur compte joint vers un compte uniquement à son nom la veille du départ de Rachel, affirmant que c'était pour le « mettre en sécurité ». Le juge n'a pas été impressionné. Ajoutez à cela les preuves photographiques des bleus de Rachel et sa crise sur le porche. C'était fini avant même le début de l'audience finale. Il a été déchu de toute garde pour le moment, avec une année de visite surveillée requise avant toute révision. Il a également perdu la maison. Il s'est avéré que Rachel y avait plus de fonds propres qu'il ne le pensait. Elle avait utilisé un règlement de l'assurance vie de mon défunt mari pour aider à l'acompte. Son nom figurait sur l'acte de propriété. Elle l'a cédé à un avocat spécialisé en immobilier le lendemain, l'a vendu, a emménagé dans son propre appartement, quartier calme, un jardin, de la place pour une balançoire. Elle a changé de numéro, a bloqué Ethan partout, et elle m'a laissé revenir, pas seulement chez elle, mais dans sa vie. On pourrait penser que c'est la fin, mais Ethan avait une dernière carte à jouer. Il a tenté de me poursuivre pour détresse émotionnelle. J'ai ri quand j'ai reçu les papiers. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Je n'ai pas répondu par courrier. Je l'ai fait assigner à son travail à midi, au milieu d'une réunion de personnel bondé. L'huissier m'a dit qu'il avait pâli, laissé tomber son café et couru aux toilettes. Je me suis présenté à l'audience avec un dossier rempli de chaque message vocal, chaque texto, chaque appel enregistré. Le juge l'a à peine regardé, a classé l'affaire en moins de 15 minutes. En sortant, je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as choisi la mauvaise vieille dame, Ethan. Il n'a pas dit un mot. Cela fait 6 mois. Rachel va mieux, toujours en thérapie, toujours en guérison. Elle travaille à nouveau à temps partiel, a trouvé un emploi qu'elle aime. Le bébé rampe maintenant, des yeux brillants, un grand sourire, rit quand je fais des grimaces. Parfois, Rachel s'excuse encore du temps qu'il lui a fallu pour le voir, pour les choses qu'elle a dites, pour m'avoir repoussé. Je lui dis toujours la même chose, tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Quant à moi, je cuisine à nouveau. Je dépose des repas une fois par semaine, soupe de nouilles au poulet, lasagne, tous les anciens favoris. Parfois, Rachel les mange tout de suite, parfois, elle les congèle. Mais elle dit toujours merci. Et quand je sonne à la porte, elle répond avec un sourire. Un mois plus tard, je pensais que les choses s'étaient enfin calmées. Nous avions un rythme, moi, Rachel et le bébé. Ethan avait disparu dans son propre pétrin, conseils ordonnés par le tribunal, visites supervisées, audits financiers. Il n'était pas autorisé à s'approcher de Rachel ou du bébé sans la présence d'un surveillant de l'État. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Elle ne dure jamais quand quelqu'un comme Ethan n'a pas le dernier mot. Ça a commencé modestement. Les pneus de Rachel ont été crevés dans l'allée, au milieu de la nuit. Pas de séquence vidéo, pas de témoins. La police a déposé un rapport mais a dit qu'elle ne pouvait rien prouver. Une semaine plus tard, quelqu'un a cassé une fenêtre du sous-sol, n'est pas entré à l'intérieur, l'a juste brisée. Un autre rapport, un autre avertissement de la police, aucune action. Puis Rachel a reçu une enveloppe par la poste, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photo, elle, moi et le bébé au parc. Ce n'était pas menaçant, exactement, mais ça semblait déplacé, comme si quelqu'un voulait nous faire savoir que nous étions surveillés. Elle tremblait quand elle me l'a montré. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai demandé une faveur. À l'époque où je travaillais à la maison de retraite, l'un de nos patients était un détective de police à la retraite nommé Howard Heller, veuf, vif comme l'éclair, seul. J'avais l'habitude de lui apporter des beignets le week-end, je l'ai aidé à régler ses prestations quand personne d'autre ne s'en souciait. Après son décès, son fils, également policier, m'a appelé pour me remercier, m'a dit « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, même juste d'un conseil, vous avez mon numéro. » Je ne l'ai jamais utilisé, jusqu'à présent. J'ai tout expliqué, chaque détail, chaque frayeur. Je ne voulais pas qu'Ethan soit arrêté, je voulais m'assurer que Rachel et le bébé étaient en sécurité. Il n'a rien promis d'officiel, mais il a dit qu'il se pencherait sur les choses discrètement. 3 jours plus tard, il a rappelé. « Vous aviez raison de vous inquiéter, a-t-il dit. Votre gendre a été occupé. »
Il s'est avéré qu'Ethan avait déposé des plaintes anonymes, service de protection de l'enfance, nuisances sonores, même une fausse allégation selon laquelle Rachel consommait des substances en présence du bébé. Toutes rejetées ou classées immédiatement, mais le but n'était pas de gagner, le but était de la déstabiliser. Mais il a fait une erreur. Il a utilisé un téléphone prépayé pour envoyer l'un des signalements au service de protection de l'enfance, et il a été localisé à son travail, en pleine journée, sur le même réseau Wi-Fi de bureau. C'est tout ce dont le détective avait besoin. Il l'a signalé, l'a transmis à un contact au bureau du procureur. Maintenant, Ethan fait l'objet d'une enquête pour dépôt de fausses plaintes et harcèlement. S'il est inculpé, ce qui, nous a-t-on dit, est probable, ses droits de visite seront suspendus, voire supprimés. Et voici le rebondissement qu'il n'a jamais vu venir, Rachel avait déjà demandé la garde parentale exclusive motivée. Cela signifie que si Ethan ne répond pas avant la date d'audience le mois prochain, elle obtient les pleins droits de façon permanente, pas de prise de décision partagée, pas de coparentalité, plus de visites supervisées, juste un fantôme en arrière-plan. J'ai demandé à Rachel l'autre jour, que veux-tu faire si le juge l'accorde ? Elle m'a regardé.